Voilà, bonjour tout le monde, bonjour aux 20 participants déjà connectés. D'autres, arrivent certainement pendant cette pause déjeuner. Je suis, Raphaël Guillain, médecin radiologue, fondateur de Imostéo et je souhaitais, aujourd'hui, nous souhaitions organiser ce petit webinaire qui ne va pas parler de radiologie, qui ne va pas vous montrer d'images radiologiques, mais qui va parler d'un sujet important autour de la formation professionnelle. C'est celui de la forme, du financement de cette formation professionnelle. Avec les années, les organismes de formation enregistrés peuvent proposer de plus en plus de modalités de financement et cette accumulation peut parfois sembler un peu complexe. Et c'est devant le constat que nous recevons beaucoup de questions de la part des médecins, beaucoup de questions de la part de nos participants sur ces financements que nous avons voulu aujourd'hui faire une synthèse pour vous aider à vous y retrouver. Sur un plan, pratique, cette, présentation va durer une dizaine de minutes, 10-15 minutes. Nous serons extrêmement synthétiques. On va parler autant aux médecins libéraux qu'aux médecins hospitaliers sur la deuxième partie. On va, vous inviter, à interagir dans une, seconde partie après ma présentation par le biais de questions que vous pourriez poser qui seront, des questions, écrites. Je vous invite pour cela à utiliser le petit onglet situé en bas à droite, qui est l'onglet Questions. L'onglet Chat n'étant pas véritablement utile pour ce qui nous concerne aujourd'hui. Donc, présentation dans un premier temps et questions-réponses dans un second temps par le biais de ce que vous aurez rédigé. Alors, si l'on présente un plan global des financements qui sont possibles, eh bien, on a retenu pour vous 4 voire 5 modalités de financement qui sont à connaître. Le 1er, cadre, eh bien, c'est celui, du, DPC, du, développement professionnel continu, qui est apparu, il y a, quelques années, il y a environ, 6 ans, qui s'adresse en fait à tout médecin en termes de validation obligatoire, je vous le rappelle, de votre développement, professionnel continu. On va parler en particulier du financement très propre aux médecins libéraux par le biais de l'ANDPC qui offre un financement qui est important, hein, qui est quasiment de 2 000 € par an, mais qui ne finance que des formations dont les thèmes répondent précisément à ce que l'on appelle les orientations nationales du DP. Elles sont publiées pour une période de 3 ans. Et quand une thématique proposée par un organisme y répond bien, eh bien, ce programme est éligible au DPC. On va détailler ça dans quelques slides à venir. Lorsque une formation n'est pas éligible par son thème au développement professionnel continu, eh bien, il y a d'autres modalités de financement. Pour les libéraux, la vedette, c'est le FAFPM. C'est un organisme paritaire qui, en fait, collecte une cotisation que vous versez chaque année par les URSSAF et qui vous reverse assez généreusement une somme qui, cette année, est de 400 € pour toute formation délivrée par un organisme de formation à condition qu'elle ne soit pas, déjà au DPC évidemment. On ne peut pas cumuler de financement pour une même formation. On parlera un petit peu du crédit d'impôt qui est toujours intéressant pour les médecins libéraux et on, passera ensuite au cadre particulier des médecins hospitaliers. Ça sera assez rapide, il n'y a pas grand chose c'est moins sophistiqué pour les médecins hospitaliers, on va le voir. Et puis, pour terminer, j'inviterai les médecins libéraux à peut-être rester si ça les intéresse. Je voudrais vous parler d'un financement assez moderne dont on entend beaucoup parler, pas toujours en bien, mais c'est un tort, parce que ce compte personnel ou professionnel de formation, eh bien, c'est quelque chose qui apporte aussi un financement assez généreux, mais pour un certain type de formation, on le verra, qui ne sont pas nécessairement médicales. Alors commençons par le financement des libéraux et de ce fameux développement professionnel continu par le biais de l'Agence nationale du développement professionnel continu, l'ANDPC. Quelles sont les exigences? Eh bien, les exigences, ce sont que ces formations soient délivrées par des gens qui ont déposé un dossier, des organismes qui ont déposé un dossier et qui sont organismes dispensateurs de DPC. Quel est le cahier des charges? Il faut montrer on a une organisation interne qui est cadrée sur un plan pédagogique et scientifique. Il faut montrer qu'on n'a pas de lien d'intérêt. Il faut montrer que la qualité de nos formations sera au rendez-vous. Il faut montrer qu'on sait répondre des thèmes éligibles de la formation et des orientations nationales. Alors effectivement, je l'ai déjà dit, mais c'est un point extrêmement important. Il faut que la formation validante au DPC
répondent d'orientation nationale. Qu'est-ce que c'est que ces orientations nationales? Elles sont publiées tous les 3 ans et elles définissent des orientations de liste 1 qui vont toucher tous les professionnels de santé, hein, que ce soit les médecins, les infirmiers, les kinés, et cetera, parce que ce sont des thématiques de santé publique très importantes. Hein, j'ai regardé un petit peu, les dernières orientations de la liste 1, et ben, c'était, le bon usage des médicaments. On comprend que c'est quelque chose qui va toucher un peu toutes les corporations et toutes les spécialités. Heu la promotion de la bientraitance dans la pratique du soin, la prise en compte de l'expérience patient dans les pratiques. Donc ça, c'est souvent des thèmes un peu génériques. Et si nous, organismes de formation, trouvons une formation qui répond de ce thème, eh bien, on peut la proposer à la NDPC qui validera ou pas. Et puis, il y a des orientations de liste 2 qui, elles, sont propres à chaque spécialité et qui sont définies pour une période de 3 ans par le Conseil national professionnel de la radiologie pour ce qui concerne les radiologues. À titre d'exemple, sur les 3 dernières années, le CNP avait choisi le risque, risque en IRM, risque lié aux produits de contraste et risque hémorragique. Et donc, nous avons proposé un parcours dédié au risque hémorragique, par exemple, qui a bien été agréé par le DPC et qui est donc financé jusqu'à la fin de cette année par la NDPC. Alors, sur un plan, donc, vous, médecins et professionnels de santé, vous voyez arriver des communications de différents organismes qui vous disent, bah, voilà ce qu'on vous propose au DPC, c'est que cette formation a déjà été validée par la NDPC, elle est bien agréée. Et là, si vous êtes intéressé, eh bien, quelle sera la modalité? Il faut bien entendu prévenir l'organisme de formation que vous êtes concerné, intéressé par cette formation. Donc là, il y a un petit formulaire d'inscription, par exemple, sur notre site. Et puis, parallèlement, il faudra que vous fassiez une deuxième démarche qui consiste à aller sur votre site mondpc.fr. Vous allez créer votre compte. C'est extrêmement simple pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait. Il faut par exemple une attestation du Conseil de l'ordre, comme quoi on est à jour de ses droits. Il faut indiquer son RPPS. Et puis, il faut aussi donner un RIB parce que figurez-vous que vous serez payé par la NDPC pour vous former. Vous allez ensuite, quand vous avez ce compte Mon DPC, trouver la formation qui vous intéresse. Elle a un identifiant unique. Chez nous, ça sera toujours le numéro de notre organisme de formation 7621, l'année 22, puis ensuite une suite de chiffres qui permettra très clairement d'identifier la formation sur le risque hémorragique délivré par Imostéo, par exemple. Une fois qu'on a fait ça, on va choisir sa session parce que la formation professionnelle doit toujours être dans le cadre de sessions avec une date de début et une date de fin. Donc, vous choisirez la session, par exemple, qui commence au 1er juillet et qui termine 4 mois plus tard, par exemple. Et nous serons informés de votre choix directement par la NDPC pour valider tout ça. Et puis, on formalisera un petit peu les choses ensuite avec un contrat de formation, des choses qui sont très simples et 100% en ligne chez nous. Alors, est-ce que tout ça est facile? Eh bien oui, sur un plan pratique. Est-ce que c'est bien financé? La réponse est clairement oui. Le financement NDPC est en fait très généreux. Il faut savoir que, par exemple, pour les 21 heures de formation en ligne auxquelles vous avez droit par an, il y a tout un barème, hein, mais en général, c'est 21 heures de formation par an qui peuvent être en ligne, qui peuvent aussi être présentielles. Eh bien, il y a des barèmes de rémunération de l'organisme de formation, mais aussi un barème d'indemnisation horaire pour le temps que vous passez à vous former. Au total, vous avez une enveloppe de près de 2 000 € pour la formation en ligne et c'est 21 heures par an. Si au 31 décembre, cette enveloppe n'a pas été utilisée par un professionnel de santé, elle n'est pas cumulable, elle est perdue. Donc un certain nombre de gens qui ont compris ça, ils font leur marché au fur et à mesure de l'année. Puis évidemment, l'été arrivant, la fin de l'année arrivant, ils vont regarder de près le catalogue disponible pour la fin de l'année pour essayer de consommer ce qui est mis à leur disposition pour ne pas que ça soit gaspillé. Voilà. Donc, juste un petit focus sur l'obligation triennale de DPC. Qu'est-ce que c'est? Le Conseil de l'ordre enjoint les médecins de se former sur la période des 3 ans définis par la NDPC. C'était 2019-2022. On part maintenant sur la triennale 2023-2025, période pendant laquelle les orientations vont changer. C'est-à-dire que chaque triennale, les orientations sont publiées. Elles vont être publiées cet été pour la période à venir. Ces orientations changent. À une période, c'était les urgences et le cancer, c'est terminé. Maintenant, c'est la pertinence des actes et le risque, ça sera terminé. Et on passera à d'autres choses. Il y aura peut-être de l'endométriose, des choses comme ça. C'est des sujets d'actualité qui sortiront. Et nous, organismes, on est très attentifs à ce qui va sortir pour adapter notre catalogue l'année prochaine. En tout cas, ce que l'on peut dire, c'est que si vous êtes intéressé par le catalogue actuel, il faut clairement savoir en profiter avant la fin de l'année. En termes d'obligations, chaque médecin doit valider son obligation sur une période de 3 ans. On sait en France qu'actuellement, moins de 50% des médecins
ont validé cette obligation. On ne sait pas s'il y aura des sanctions, on ne sait pas s'il y aura des relances de l'ordre des médecins ou si ça va rester assez lâche pour cette période-ci, quitte à devenir un peu plus dur pour la prochaine. En tout cas, ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'à l'intérieur de son DPC, il faut à la fois faire des formations continues classiques, mais aussi, c'est une nouveauté, une évaluation de ses pratiques professionnelles ou des parcours de gestion du risque qui sont en fait assez rares. Peu d'organismes en proposaient et c'est la raison pour laquelle on est en train de sortir en ce moment un programme d'évaluation de ces pratiques basé sur un consensus relatif aux tumeurs graisseuses. Donc voilà pourquoi nous, on a créé ce parcours-là. La NDPC nous a tous incités à faire plus de formations avec évaluation des pratiques professionnelles parce que on doit aider les médecins à répondre à cette obligation. Voilà donc ce que l'on pouvait dire sur le financement, au DPC. S'il reste des questions, bien entendu, n'hésitez pas par le petit onglet en bas à droite à la poser et on y reviendra, à la fin de cette formation à la fin de cette session, pardon. 2e financement qui n'a rien à voir. On oublie le DPC, on n'est pas dans les thématiques qui répondent des orientations du DPC. Une formation sur l'IRM du genou, à l'heure actuelle, ne peut pas rentrer dans le cadre du DPC. Ce n'est pas un objectif de santé publique majeur, malheureusement. Alors, ce financement, vous allez avoir l'impression de devoir le financer vous-même et de votre poche, ce qui est une réalité, mais attention, il y a une option très peu connue des médecins euh, à laquelle ils ont droit, c'est le financement FAFPM. Qu'est-ce que c'est le FAFPM? C'est un organisme paritaire qui collecte tous les ans une cotisation, une contribution à la formation professionnelle que vous payez peut-être sans le savoir, de façon obligatoire par les URSSAF. Elle est d'à peu près 120 ou 130 euros. Vous la versez avec vos URSSAF annuellement et vous avez un droit dont personne ne connaît véritablement l'existence. Néanmoins, vous pouvez, en tout cas en 2022, bénéficier d'un financement à hauteur de 400 euros de votre formation continue pour peu qu'elle soit délivrée par un organisme de formation enregistré à la directe. C'est le cas d'Imostéo et c'est le cas de très rares structures pour les radiologues, beaucoup plus nombreuses pour les médecins généralistes, par exemple. Donc, quand une formation est au DPC, j'ai cette option d'un financement FAFPM. Comment est-ce que ça marche sur un plan pratique? Il n'y a pas d'entente préalable. On va faire sa formation. On ne demande rien à personne. On aura à avancer les frais, effectivement. Mais à la fin de la formation, à la fin de la session, on pourra, attention, dans les 30 jours à compter de la fin de la formation, envoyer au FAFPM un certain nombre de justificatifs que, par exemple, notre organisme délivre, l'attestation de suivi, la facture, le devis, le programme en PDF. Il y a un petit formulaire à remplir, un certain nombre de pièces, hein, puisqu'évidemment, l'organisme payeur va procéder à des vérifications. En tout cas, vous aurez 30 jours pour envoyer ce dossier au format PDF. Alors, il y a un formulaire qui est maintenant en ligne sur le site du FAFPM. On envoie tout ça bien dans les 30 jours et on recevra par virement, par le biais d'un RIB qu'on aura donné aussi, un montant, par exemple, cette année de 400 euros. Alors, je vais quand même mesurer un petit peu ce que je dis. La loi interdit aux organismes de formation d'affirmer que cette somme est due. Pourquoi? Parce que cette somme, elle répond des règles de gestion du FAFPM. Le FAFPM a toujours le loisir de payer ou pas. Bien entendu, quand les caisses sont pleines, ils ont toujours payé. On n'a jamais entendu, sauf quand des dossiers sont incomplets, de difficultés. Néanmoins, je citerai un exemple un petit peu frappant fin 2018, quand tous les crédits étaient dépensés au mois de novembre, eh bien, le FAFPM a fermé les vannes et a dit qu'il était à sec, qu'il ne pourrait plus payer les formations sur le mois de décembre. Et donc, lui revient le choix ou la possibilité finalement de payer ou pas. Donc, nous ne proposerons jamais, par exemple, sur notre site internet, une soustraction 900 moins 400 égale 500. Mais dans les faits, eh bien, c'est comme ça que ça se passe dans une immense majorité des cas. Voilà pour le FAFPM, donc une avance de frais et un remboursement sur facture d'un montant qui oscille en fait chaque année. Ça a été 450 euros il y a 2 ans, puis c'est là qu'ils se sont retrouvés à sec, ça a été de 300 euros l'année d'après, et là on est à 400 euros cette année, c'est une sorte de moyenne, et normalement le financement sera possible jusqu'au 31 décembre. Alors, je voudrais rajouter un petit bonus à ce FAFPM. Là aussi, les médecins ne le savent pas, mais lorsque vous vous formez et que vous avez une attestation avec le volume horaire de chaque formation, vous devez la donner à votre comptable. Pourquoi? Parce que l'année d'après, vous aurez un crédit d'impôt, c'est-à-dire une soustraction nette de cet argent de votre paiement de l'impôt, d'un montant de 10,15 euros par heure de formation. Donc, une formation de 20 heures en IRM du genou, par exemple, eh bien, c'est 200 euros de crédit d'impôt l'année suivante. Donc, ça commence à être relativement significatif.
Pour bien enfoncer le clou, je vais vous montrer comment des médecins dans les dernières années ont financé leur formation au FAFPM et au crédit d'impôt. Je prends l'exemple d'une formation en échographie, par exemple l'échographie d'épaule, hein, qui dure 6 heures. Un médecin qui l'a suivi en 2021. Cette formation lui a coûté 320 euros. Il l'a versé cet argent. Mais il a touché rétroactivement 300 euros du FAFPM. Il lui restait donc 20 euros de sa poche, mais il a bénéficié, parce qu'il s'est formé pendant 6 heures, de 60 euros de crédit d'impôt. En somme, pour s'être formé pendant 6 heures en ligne, eh bien, ce médecin a même gagné de l'argent jusqu'à 41 euros. Si l'on prend maintenant une formation un petit peu plus onéreuse, celle du docteur Marcel C en 2020, eh bien, la formation lui a coûté 900 euros. C'est le coût d'une formation d'une vingtaine d'heures. Eh bien, parce que le forfait est un peu plus élevé cette année-là, il a pu toucher 450 euros. Il lui restait donc 450 euros de sa poche, dont il a soustrait près de 200 euros de crédit d'impôt. On est donc à peu près à 250 euros de sa poche, et c'est une façon de parler parce qu'évidemment, cette somme passe encore en charge. Vous allez y soustraire, par exemple, vos tranches marginales d'imposition. Donc, on ne va pas dire que la formation est possiblement gratuite, mais presque. Et les gens qui ont bien compris ce fonctionnement, eh bien, sur une année donnée, ils épuisent leur crédit de DPC et ils font, par exemple, une formation au FAFPM en consommant leur crédit de FAFPM, ce qui réduit énormément le coût de leur formation. Et puis l'année d'après, ils feront ça également. Donc, ils couplent un petit peu le DPC et le FAFPM. Voilà un petit peu pour cette simulation qui, je crois, doit nécessairement, rassurer. Il faut absolument intégrer, ces financements. J'ai une slide ou 2 sur les médecins hospitaliers, mais pour les médecins libéraux, je vous incite à rester avec nous parce que vous allez voir que derrière, on va revenir sur un chapitre qui vous, concerne pour le CPF. Alors chez les médecins hospitaliers, longtemps, notre société a, proposé un contrat de formation qui demandait aux gens d'avancer, l'argent de la formation. Et donc ça, c'était, forcément, limitant, même si bien sûr, sur facture, les gens pouvaient se faire, rembourser. Ce que l'on, propose, désormais, et qui simplifie grandement la vie, vous allez voir pourquoi, c'est une convention de formation. On n'établit plus de convention avec le médecin, on l'établit avec son administration et on traite directement avec son administration. On demande donc au médecin de informer son hôpital qui va se former. Attention, hein, il y a des hôpitaux, ils vous demandent de prévenir 2 mois avant, d'autres c'est 1 mois avant. Donc ça, c'est un délai qui dépend des règles de gestion de chaque hôpital. Et une fois que l'accord est donné pour une formation avec un organisme de formation, le médecin peut mettre en relation son administration. Nous, on demande par exemple juste une adresse mail et on va traiter directement avec la direction des affaires médicales ou de la formation. On va traiter directement avec eux. On va leur envoyer une convention qu'ils vont signer. Le médecin fera sa formation sans aucune avance de frais et nous serons payés à la fin de la formation directement par l'administration. En somme, aucune avance de frais, zéro frais. Pour les médecins, c'est évidemment une grande tranquillité financière, mais aussi une tranquillité d'esprit, puisque ça n'est plus eux qui gèrent la contractualisation avec notre organisme. Donc, grande simplicité d'esprit. Je ne vous cacherai pas que cette facilitation de l'accès à nos formations se voit dans nos chiffres, puisqu'on a une proportion d'hospitaliers sur nos formations qui était faible et qui grossit depuis que nous avons mis en place cette convention. Alors, exemple d'une formation en IRM de cheville, hein, elle coûte 900 euros. Eh bien, le médecin nous met en relation avec son administration, il fait sa formation, il n'avance rien, il n'entend pas parler de finances, il n'entend même pas parler de la convention. Tout ça est très simple. La seule chose qu'il avait à faire, c'est cette mise en relation et de bien prévenir, selon ses règles de gestion, son organisme. Alors, le financement de la formation des hospitaliers, elle est assez variable. Il faut savoir que ce qui est alloué au public médical, c'est 0,5% de la masse salariale globale. Cette enveloppe est répartie entre les 50, 100, 300 médecins de la structure hospitalière divisés. Pour ce qui est de mon CHU, par exemple, c'est une somme d'à peu près 1 000 euros qui nous est allouée pour notre formation chaque année. Une chose qui a changé ces dernières années, c'est que mon hôpital, par exemple, s'est mis à exiger que les formations de ces médecins soient faites auprès d'organismes de formation, ce qui n'a pas été sans problème parce que les sociétés savantes sont souvent hors de ce cadre très précis des organismes de formation, mais c'est un autre sujet. J'ai terminé avec les hospitaliers. Je voudrais maintenant vous parler de quelque chose qui, malheureusement, parce que c'est dévoyé, a un peu mauvaise presse, mais c'est un tort. C'est le compte professionnel de formation, le fameux CPF qui parfois nous bombarde un peu de coups de téléphone et de messages par des entreprises assez malveillantes. Néanmoins, ce CPF a tout de bienveillant. D'où il vient? Eh bien, l'État a souhaité
que tout travailleur français puisse bénéficier de formations certifiantes, on va voir ce que c'est, pour augmenter en compétences et pour le bénéfice de son entreprise. Et à cet égard, l'État délivre un montant de 500 euros par an à tout travailleur français qui veut augmenter en compétences. Alors, pour quel est le cahier des charges? Il faut que ça soit délivré par un organisme certificateur. Nous ne sommes pas certificateurs parce que le cahier des charges est extrêmement exigeant. Nous avons, par exemple, un partenaire qui sait faire ça. À qui s'adressent ces formations? Eh bien, à tout le monde, et c'est là que c'est intéressant parce qu'on ne le sait pas, ça s'adresse également aux médecins libéraux, aux médecins salariés et à tout personnel, par exemple, d'un cabinet médical, que ce soit les cadres, les secrétaires, les manipulateurs, mais n'oublions pas que les médecins sont également concernés. Alors c'est là qu'on arrive à la question que tout le monde nous pose: est-ce qu'une formation hémostéo sur l'IRM du genou peut rentrer dans ce cadre? Eh bien non, parce qu'elle ne répond pas des critères d'une formation certifiante. La liste des formations certifiantes, elle est établie. C'est des sujets en fait grand public. C'est des sujets tout public, c'est des sujets grand angle, transversaux. Je vous citerai par exemple la bureautique avec le Word, avec Excel, mais en tant que chef d'entreprise, j'ai rapidement compris mes limites quand il s'agissait de faire un certain nombre d'opérations de calcul, des sauts de ligne, des choses assez simples, des filtres, des choses comme ça dans un tableau Excel. J'étais incapable de le faire. Je ne vous parle pas du tableau croisé dynamique qui, pour autant, est très utile à la gestion et à l'organisation d'un cabinet médical. Donc, tout le monde peut être intéressé par une formation à l'Excel. Autre exemple de ce qui est proposé, la langue, les langues et l'anglais, que ce soit pour ses vacances ou pour lire des articles scientifiques, eh bien, il y a des formations en anglais de différents niveaux qui sont disponibles au CPF. Et puis enfin, très utile dans des cabinets médicaux, hein, le management. Je citerai un exemple classique, mais qui parle à tout le monde, c'est celui de la gestion des conflits, de la gestion des équipes. Et tout ça, eh bien, c'est une science, hein, et il y a des formations en management qui sont possiblement délivrées dans ce CPF. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour s'inscrire au CPF? Eh bien, il faut passer par toujours pareil, le site de l'organisme de formation. Et vous allez voir de façon discrète, parce que ce n'est pas le cœur de notre métier, mais vous allez voir que le CPF est désormais accessible sur notre catalogue. Vous pouvez consulter les programmes, vous pouvez vous inscrire à la formation de vos rêves sur le tableau Excel et ensuite, ce qu'il va falloir, comme pour le DPC, c'est aller sur votre propre compte formation, sur mon compte formation.gouv.fr, et là, c'est pareil, c'est très très simple. Ceux qui l'ont fait le disent. On crée son compte personnel et on peut là, muni toujours de l'identifiant unique d'une formation, ouvrir ses droits. Ces droits, quels sont-ils? 500 euros par an. Mais attention, contrairement au DPC, ils sont cumulables. Et ils sont cumulables pour une période de 10 ans. Ce qui fait que vous et moi avons probablement quelques milliers d'euros déjà sur ce CPF qui dorment et qui pourraient être gaspillés. Donc, des gens qui voudraient élargir un peu leurs compétences, aller vers la bureautique, l'anglais, le management, eh bien, trouveraient là des formations gratuites et de qualité. Voilà pourquoi nous avons saisi l'opportunité par le biais d'un partenaire qui est Santé Format Pro SFP Academy. Nous avons jugé utile de rajouter dans un petit coin de notre catalogue ces possibilités. Voilà donc pourquoi le CPF doit quand même rester en tête des médecins, et si ce n'est pas des médecins, être mis à disposition des équipes qui les entourent. En résumé, faisons simple, faisons clair. On a parlé du DPC pour les médecins libéraux, on a parlé du FAFPM et du crédit d'impôt pour les médecins libéraux, on a parlé de la convention hospitalière et de sa facilité pour les médecins hospitaliers, et on a terminé par ce fameux CPF qui ne doit pas être oublié. Je vous propose maintenant de passer aux questions, s'il y en a. Est-ce qu'il y en a? A priori, Bérangère, j'ai pas l'impression d'en voir. Si vous en venez, on peut, peut-être, en profiter. Je vois dans ce tableau, une mention à laquelle je n'ai pas fait référence, mais qui est une source de questionnement, de nos confrères et consoeurs. C'est le cadre spécifique des remplaçants. Est-ce que les remplaçants que nous fréquentons tous assez fréquemment peuvent bénéficier de ces financements? Eh bien, les choses se sont bien éclaircies depuis un an. La réponse est non pour le DPC. On le sait parce qu'en fait, il y a eu une petite anomalie qui fait que de nombreux remplaçants ont bénéficié du DPC dans les dernières années avant que la NDPC réalise qu'ils ne rentraient pas dans ce cadre. Et donc, ils ont plus ou moins couru après
les gens rétroactivement. Je pense que les turbulences sont passées. Toujours est-il que désormais, les remplaçants ne peuvent plus bénéficier d'un financement DPC. Pour autant, sont-ils complètement démunis? La réponse est non. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours le FAFPM. Et je l'ai dit, si un remplaçant paye ses URSSAF, ce que l'on souhaite, eh bien, il paye sa cotisation à sa formation professionnelle et donc il peut bénéficier de ce financement FAFPM pour une formation non DPC ou même pour une formation DPC. Il y a une petite astuce, on pourrait en parler avec ceux que ça intéresse. Voilà donc pour le cadre spécifique de ces remplaçants, mais je sais que ce sujet intéresse du monde. Je vous remercie. Je vois qu'il y a une question pertinente sur les DOM-TOM. Alors, il faut bien, effectivement, la question, ces formations sont-elles validantes pour les médecins exerçant en DOM-TOM et en Nouvelle-Calédonie? La réponse est oui et non. Oui, alors je voudrais pas faire d'erreur avec les intitulés DOM et TOM, mais ce que l'on sait, c'est que l'ANDPC est reconnue à La Réunion, en Guadeloupe et en Martinique, c'est certain. En revanche, le financement au DPC, ne me demandez pas pourquoi, ne fonctionne pas en Nouvelle-Calédonie, probablement parce que le statut de ce territoire est un peu différent des autres. De la même manière, le financement FAFPM fonctionne sur la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion. Je ne pense pas te dire de bêtises, mais ne fonctionne pas en Nouvelle-Calédonie, où effectivement nos confrères et consoeurs de Nouvelle-Calédonie, et nous avons un certain nombre de participants qui nous font confiance sur ce territoire, eh bien, eux, effectivement, financent leur formation professionnelle de leur poche et passent évidemment ces formations en frais professionnels. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'en Nouvelle-Calédonie, ils sont contents de nous avoir. Ça leur évite à chaque formation un déplacement de 15 000 kilomètres et ça leur gagne un petit peu de temps. Même si j'en ai encore vu récemment qui couplaient ça avec leurs vacances. Donc voilà pour cette question spécifique et j'espère, Sarah, que ça y répond. Je ne sais pas sur quel dom ou tom vous exercez. Voilà, peut-être qu'on peut attendre quelques secondes si une autre question arrive. Je voudrais terminer par cette diapo pour vous donner 3 informations supplémentaires. La première est que si vous avez des questions, le plus simple est certainement de nous appeler, hein, ça peut se faire par mail avec l'adresse, et c'est le point numéro 2, contact@simosteo.com. Mais n'hésitez pas à passer un petit coup de fil, que ce soit cette fin de semaine ou plus tard, vous saurez toujours nous trouver. Et puis, si vous souhaitiez relire la version écrite de tout ce que je viens de dire, eh bien, je vous invite à aller tout simplement sur le petit menu burger qui est sur la page d'accueil de notre site internet. Vous y trouverez un menu qui est celui-ci. Et dans le bandeau beige ici, eh bien, on vous parle de financement. Et on a déjà essayé d'éclaircir les choses et de coucher sur le papier de façon le plus claire possible, avec des petits liens utiles un peu partout, les modalités de financement des libéraux et des hospitaliers, avec, et c'est intéressant, sur ces petits items DPC FAFPM, des frises chronologiques qui vous montrent bien comment se passe chronologiquement la prise en charge d'une formation au DPC ou au FAFPM. On a essayé de faire quelque chose de très intuitif. Voilà, je vous remercie pour déjà les petits pouces que je vois survenir sur mon écran. Dans le chat, est-ce qu'on a des choses? On n'a pas de bonjour tout le monde. Ben, bonjour, bonjour. Très bien. À l'hôpital, combien? Ah, bah si, il y a une question qui a atterri ici, effectivement, Monsieur Chebou. Alors, à l'hôpital, combien de formations peut-on faire par an? Alors là, je ne peux pas vous répondre parce que ça dépend très simplement des règles de gestion de votre hôpital. Et donc, étonnamment, même si l'enveloppe allouée aux médecins est de 0,5% de la masse salariale globale, divisé par le nombre de médecins, eh bien, il y a des hôpitaux où c'est 2 000 euros par an, d'autres où c'est 1 000, et d'autres où c'est 300. Alors là, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a que votre hôpital qui peut répondre à la question que vous posez. Si vous les contactez, posez-leur également de la possibilité de faire une convention. Ça marche très bien et on est étonné par l'accueil très favorable que nous font la plupart des hôpitaux. Ils ont l'habitude en fait de ces procédures. Voilà pour ce petit complément. Je vois que vous allez peut-être compléter par un petit mot qui est en train d'arriver sur la page des questions. Est-ce qu'on a d'autres choses?
Voilà, bon si, il devait, vous venir des questions, dans les prochains temps, n'hésitez pas, par mail, par téléphone, monsieur chez vous. Merci beaucoup pour ces informations et bah, écoutez, j'espère que vous saurez en profiter. On vous enverra dans, un mail, à venir, le replay de cette vidéo que vous pourriez, souhaiter partager avec vos collègues qui ne pouvaient pas être ici et puis on vous invite évidemment à aller sur notre site internet où vous trouverez, non seulement un catalogue que j'espère assez clair sur ce qui est au DPC et ce qui n'est pas au DPC. Je vous invite à profiter des orientations et des thématiques 2022 pour votre DPC parce que c'est pas sûr que ça sera là l'année prochaine et il me reste à, vous, remercier d'avoir participé. L'administration du DPC est difficile à joindre. On, comprend ce que vous dites, souvent par mail, ça marche mieux que, par téléphone. Voilà. En tout cas, merci de votre temps. Certains vont peut-être retourner en vacances. On vous laisse le temps d'aller prendre un petit café. On vous souhaite une excellente fin de semaine et on vous dit à la prochaine pour un futur webinaire parce qu'il y en aura d'autres, à partir de la rentrée. Merci beaucoup et au revoir.